tout d'abord, merci de l'invitation et je tiens à dire que je suis très heureuse d'être parmi vous. Voilà, ça fait du bien de sentir le rassemblement des personnes. Bon, et encore des excuses parce que beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin où je suis arrivée et donc je vais peut-être faire des redites, mais bon, il est bon aussi de sentir qu'il y a des convergences. Alors, voilà. Alors effectivement, des principes existants à l'assaut des faits pour dire que nous ne sommes pas face à un vide juridique. Très souvent, quand quelque chose de nouveau apparaît, on est tenté de dire qu'il y a un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique, même si la GPA n'est pas spécifiquement, notée, affirmée. Mais il n'y a pas de vide juridique. On ne part pas de rien. Il existe un droit en France qui permet de lutter contre la GPA et que notre problème est peut-être de le vivifier, de le rendre présent, de le faire connaître aux personnes qui en fait l'ignorent. Et c'est d'autant plus important que la norme juridique que l'on traduit toujours par un catalogue de choses interdites ou un catalogue de choses autorisées, en fait, au-delà de ce côté très pratique, la norme juridique vise à offrir une représentation, notamment de la personne humaine. Et cette représentation singularise une civilisation. D'ailleurs, c'est ce qui fait nos différences entre civilisations. Donc il est tout à fait important de savoir à quel type de civilisation nous appartenons et quelle est la représentation, notamment de la personne humaine, que nous avons, et en tout cas que nous avons en France. Et la personne humaine en France est au cœur de l'architecture juridique, notamment à travers ce qu'on appelle la summa divisio en droit, c'est-à-dire la grande division qui sépare les choses et les personnes se trouvant du côté des personnes et non pas des choses. Bien. Donc, ce sera important de répéter un petit peu ces principes qui existent et qui sont dans le droit français. Et j'ajouterai deux autres éléments qui ont été évoqués. Effectivement, nous avons une législation sur la responsabilité professionnelle à côté de la responsabilité déontologique des médecins et des avocats. Et nous avons également une certaine compétence en matière extraterritoriale qu'il faudrait là aussi réactiver. Voilà. Donc je vais prendre successivement tous ces points. Premièrement, la définition de la personne humaine en France. En droit français, la personne humaine est une et indivisible. Alors ça peut faire rire parce que ça rappelle la République française, qui est une et indivisible. Mais voilà, nous, personnes, nous sommes une et indivisible. J'insiste là-dessus parce qu'on parle souvent du corps. Le corps n'est protégé en France que parce qu'il est en relation à une personne. C'est un élément de la personne, ce n'est pas quelque chose de séparé. Et lorsque nous traitons simplement du corps, c'est comme si nous nous alignions sur la définition objectivante de la science. La science a objectivé le corps, à la limite pour l'étudier et pour nous soigner. Bien. Mais en droit, nous n'avons pas besoin d'objectiver le corps. Nous ne sommes pas dans la science, même si le droit a des allures de science avec ses côtés très sérieux et rigoureux. Le droit n'est pas une science. Le droit est un outil qui permet de dessiner, de peindre l'univers dans lequel nous nous reconnaissons. Donc voilà, c'est important. La personne humaine est une et indivisible, et en tout cas, elle échappe totalement à la démarche objectivante de la science. Deuxième point important, c'est que la personne humaine ne peut pas être dégradée de sa qualité de personne humaine. Dégradée au sens militaire du terme. Certes, nous avons dans le passé connu des catégories infra-humaines ou pseudo-humaines, enfin bon, bref, qui allaient jusqu'à l'esclavage. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Et donc, il n'y a pas de possibilité de renier, de dénier à une personne sa qualité de personne humaine. Et notamment, nous ne pouvons pas la faire passer du côté des choses. C'est quelque chose de tout à fait impossible. C'est ce qui constitue une limite fondamentale à la liberté humaine. Et ça, c'est important de retenir cette idée que notre définition de personne est associée à une limitation de notre liberté. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, nous n'avons pas la liberté de nous constituer en chose. Nous n'avons pas la liberté de porter atteinte à nous-mêmes. Se constituer en chose, ça voudrait dire, par exemple, justement, identifier notre corps comme étant quelque chose sur lequel nous avons un droit, notamment de propriété,
et disposer de ce corps comme nous l'entendons. Nous n'avons pas le droit à ça. Et c'est grâce à cette absence de droit que nous pouvons aussi nous opposer à autrui qui voudrait exercer un droit de propriété sur nous. Nous ne sommes pas un objet de propriété. Je rappelle que la notion, oui, de droit de propriété se traduit par 3 caractéristiques. C'est le droit d'user, de faire usage, le droit de vendre, d'aliéner, et le droit de tirer des éléments, c'est-à-dire les fruits, tirer profit des fruits de cette chose que l'on a exploitée. Aucun de ces actes n'est possible pour autrui, mais pour nous-mêmes également. Nous jouissons en droit d'un droit à la protection. C'est ce qui nous permet d'aller devant un tribunal si quelqu'un nous a agressés, nous a blessés, enfin, etc. Mais ce droit ne nous confère pas du tout un statut de propriétaire de nous-mêmes. Nous ne sommes pas propriétaires de nous. Il faut quand même le rappeler. Donc, je dirais, maintenir la personne au rang de personne humaine, c'est lui opposer cette limite. Voilà quelque chose qui est tout à fait important. Donc la personne humaine ne peut pas se dégrader, ne peut pas être dégradée de sa qualité de personne humaine. Autre élément qui est une conséquence, le corps humain est indisponible. Ça paraît logique, mais je veux dire, il y a une cohérence. On ne peut, l'article 16 du Code civil en France l'énonce de manière extrêmement claire, le corps humain est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucun contrat, d'aucune jouissance au sens juridique du terme, parce que ça fait toujours rire. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors vous me direz, il existe bien le don d'organes, il existe bien un certain nombre de choses, oui, mais alors c'est très encadré et la notion d'exceptionnalité et de nécessité sont là pour border parfaitement et que ça ne devienne pas quelque chose de courant. Alors le contrat face à ça, et là je dirais, tant pis, j'ai le courage de mettre les pieds dans le plat, mais enfin, une idéologie anglo-saxonne très à la mode a tendance à nous faire croire que justement notre statut de personne nous permet de contractualiser tout et n'importe quoi au nom de notre autonomie de la volonté. Je rappelle que l'autonomie de la volonté, c'est aussi une création philosophique qui ne renvoie pas nécessairement à une réalité. Nos jours, avec l'agression publicitaire permanente et les manipulations diverses des opinions, nous permettent de comprendre que nous sommes rarement autonomes et que même quand la publicité nous invite à acheter tel produit pour affirmer notre personnalité, en général, nous sommes des milliards à acheter le même produit pour affirmer notre personnalité. Donc voilà, l'autonomie de la volonté, c'est quelque chose de tout à fait relatif. Donc un contrat, ne peut pas du tout être une ère de liberté. Le contrat d'abord doit, en tout cas en droit français, respecter la légalité. Le contrat, qui est le sanctuaire de la liberté des contractants, ne peut en aucun cas exister en dehors de la légalité. De ce fait, un objet réputé nul, ne devant pas exister, demeure nul, même quand il est mis dans un contrat. Donc voilà, là, on a une disposition légale tout à fait évidente. Autre point, l'égalité entre les personnes. Je vous rappelle que depuis la Déclaration des droits de l'homme en 1789, nous naissons libres et égaux en droit. Alors je précise, c'est important, en droit. Ça ne veut pas du tout dire que dans les faits, nous sommes semblables, nous sommes pareils. Et contrairement à ce qui se dit, hommes et femmes ne sont pas tout à fait pareils. Nous, les femmes, je suis désolée, nous avons quelque chose en plus que vous, messieurs, vous n'avez pas. Bon. Est-ce qu'au nom de cette chose en plus, on doit nous rétrograder au niveau de choses? La réponse juridique, c'est non. Nous sommes des personnes humaines, comme vous. Ce petit plus ne peut pas nous réduire à une chose. Donc, au nom de l'égalité, qui définit la personne humaine, il est impossible de disposer de la femme comme d'une chose. Voilà. Problème de cette égalité. Il en va, je dirais, de l'humanité de l'humanité. Je crois que c'est quand même important. Je ferai une petite parenthèse, mais tous les législateurs n'ont pas fait l'expérience de la grossesse. Et donc, je dirais, il est quand même important de bien affirmer que de même que la personne humaine n'est pas réductible à un corps, la grossesse n'est pas réductible à quelque chose de biologique.
Et que finalement, quand on ne veut parler de la grossesse qu'à travers des fonctions biologiques, on est là en train de nier ce qu'est justement l'humanité de la femme. Hein, on exige de la femme qu'elle soit clivée, qu'elle fasse totalement abstraction de ce qui se passe en elle quand quelque chose advient en elle. Elle n'est pas simplement une fonction reproductrice, il en va de toute sa personne. D'ailleurs, je rappelle que la grossesse, ce n'est pas de 8h à 17h, c'est pendant 9 mois, 24 heures sur 24. Et dans le cas de la GPA, quelques temps avant pour pouvoir empoisonner hormonalement une femme, et quelques temps après l'accouchement. D'ailleurs, en général, les contractants ne s'intéressent pas à ce qui se passe après. Hein, voilà. Donc, la grossesse, c'est pas uniquement du corps, c'est pas uniquement du biologique, c'est une psychologie, c'est un psychisme, et on ne peut pas exiger d'une personne humaine qu'elle fasse abstraction de son psychisme. Hein, voilà, c'est quelque chose de tout à fait inhumain. Alors, je passe aux 2 derniers points. La mise en cause de la responsabilité médicale, c'est important. Les médecins sont réputés, et d'ailleurs ils s'engagent par serment, à ne faire d'intervention, on va dire, agressive sur le corps humain qu'à des fins de soins. Dans le cadre de la GPA, bombarder hormonalement une femme, la manipuler de manière obstétricale, etc., je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui soigne. On ne la soigne pas, on porte atteinte à ce corps, et cette atteinte se révèle totalement contraire au serment d'Hippocrate. Et donc j'imagine que les médecins pourraient voir leur responsabilité mise en cause. Hein, il y en a qui pratiquent ça en France. Non. Alors qu'ils essaient de faire des choses sur les gens qui veulent eux-mêmes faire des enfants, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Mais sur une personne qui peut naturellement avoir des enfants, le forçage obstétrical relève pour moi de la violence faite à la femme. Voilà. Donc là, j'estime que la mise en cause de la responsabilité des médecins, elle est là. Mise en cause de la responsabilité des juristes, des avocats, etc., qui se lancent dans cette affaire, là aussi, ça me paraît tout à fait évident, puisqu'ils prêtent main forte, alors même qu'ils relèvent d'une profession qui est encadrée par un ordre, avec une responsabilité déontologique et légale, dans laquelle ils s'engagent à ne pas faire des actes qui soient contraires à la loi. Voilà, normalement. Bien. Donc, voilà quelque chose qui me paraît important de rappeler. Dernier point, pour ne pas dépasser, je vais dépasser, la compétence extraterritoriale, mais ça, on l'a évoqué. C'est vrai qu'afin de limiter les actes pédophiliques ou pédophiles, la France s'est dotée d'une législation à compétence extraterritoriale qui lui permet de poursuivre ses ressortissants qui pratiquent la pédophilie à l'étranger. Bien, eh bien, il suffirait de faire la même chose, faire en sorte qu'en France, les personnes qui vont acheter à l'étranger un enfant par le biais de la GPA doivent pouvoir, de retour en France, non pas avoir un état civil accueillant qui est là pour régulariser la pratique, mais au contraire devraient être poursuivis. Là, c'est le seul domaine où le droit n'existe pas spécifiquement pour, il faudrait l'étendre. Voilà. Mais j'insiste, j'ai terminé. Tous les autres éléments que j'ai évoqués devant vous sont dans notre droit en France. Il faut les faire connaître et il faut absolument en être fier et le présenter comme véritablement quelque chose qui fait que la législation française éloigne l'humain de la barbarie. Voilà, parce que réduire la vie au biologique, c'est de la barbarie. Voilà, merci.